2 invités conviés pour un débat. Une particularité, ils sont seuls pour le mener pendant 30 minutes. Mais pour commencer, petite présentation des protagonistes par eux-mêmes. Je m'appelle Stéphane Sarad, je suis chimiste. J'anime le département de physico-chimie au CEA de Saclay. Et dans mes travaux de chimiste, j'ai été amené à développer des procédés des procédés dits de chimie verte, qui ont des impacts les plus faibles possibles sur l'environnement et sur la santé humaine. Deuxième invité, même préambule. Qui êtes-vous ? Mon nom est Claude Ress. J'étais directeur de recherche au CNRS. J'ai dirigé plusieurs laboratoires, de biologie moléculaire en particulier, mais également de toxicologie. Depuis que je suis à la retraite, nous avons fondé avec d'autres amis une association qui s'appelle Antidote Europe, qui s'intéresse à appliquer les derniers progrès de la science au bénéfice de la santé publique, de la santé des gens. Je crois que ce qui est important, c'est de voir que toute activité humaine présente des risques. Je dirais que la question, peut-être, je la transformerai en disant, est-on capable de maîtriser le risque et les risques chimiques ? Je crois que c'est ça qui est peut-être la vraie question, puisque toute activité conduira fatalement à présenter un danger, des expositions. Moi, j'ai le sentiment qu'on est dans une phase où un certain nombre de risques sont largement maîtrisés. Et je crois qu'il faut continuer cette voie-là. En fait, il faudrait que les chimistes se posent la question dès la conception de la molécule qui est en train d'envisager, de synthétiser, qui se pose la question, quelle est la répercussion de ce produit sur la santé humaine ? Est-ce que les hommes vont être exposés à ce produit, d'une part, et d'autre part, quels sont les risques qu'il encourt ? Nous avons actuellement un certain nombre de problèmes de santé publique qui sont tout à fait catastrophiques. Nous allons dans le mur avec une vitesse grand V. Et si on continue comme ça, d'ici la fin du siècle, cette espèce aura disparu. Alors c'est vrai que quand on se pose la question de l'industrie chimique et du fait qu'elle soit dangereuse, moi il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est qu'on ne se pose jamais la question de savoir si l'industrie aéronautique ou si l'industrie automobile est dangereuse. Pourtant, elle conduit à fabriquer des objets qui, malheureusement, entraînent tous les ans des centaines, voire des milliers de morts. Donc je crois qu'effectivement, l'industrie chimique est pointée du doigt. Alors c'est amusant, puisque là, on a l'occasion d'en parler, et nous commençons l'année de la chimie, l'année internationale de la chimie. Donc je crois que c'est important d'en parler, notamment pour montrer que l'industrie chimique n'est pas, à mon avis, plus ou moins dangereuse que les autres industries. Ce qui est important, c'est ce qu'on fait de la chimie. La chimie est neutre socialement. La chimie, c'est ni bien ni mauvais. C'est ce qu'en font les gens, c'est ce qu'en font les femmes et les hommes qui vont et formuler et commercialiser les produits. Et ce qui est important aussi, c'est que l'information autour de l'industrie chimique et des produits chimiques, qu'une information soit délivrée et surtout soit accessible aux gens qui vont consommer ces produits chimiques. D'accord. Vous défendez effectivement l'industrie chimique de façon très convaincante. Mais en fait, il faut voir que nous ne sommes pas exposés de la même façon au risque aéronautique, par exemple, ou de risque de conduire une voiture qu'au risque chimique. Le risque chimique est un risque qui est caché, c'est-à-dire que la population n'est pas au courant des produits chimiques dans lesquels elle baigne. Or, je rappelle qu'il y a environ 160 000 produits chimiques autour de nous, dont pratiquement aucun n'a été testé pour savoir quel est l'effet sur la santé humaine. Et ça, c'est catastrophique, parce que aussi bien le petit bébé qui boit son biberon dans une bouteille en bisphénol A, que les adultes qui mangent des produits chimiques qui se trouvent dans leur assiette, des pesticides, mais également les additifs alimentaires, les gens qui se soignent avec des médicaments, en fait, ne savent pas qu'ils sont exposés à de graves problèmes de santé publique et de leur santé à eux, qui raccourcissent souvent leur vie de façon tout à fait importante. Oui, alors c'est vrai que je pense que ce sont des arguments chocs et massus que vous assénez là, et moi ça me paraît logique que vous les donniez, pardon. Ce qui est important en fait, c'est de voir qu'en parallèle de ça, nous sommes dans un monde où les consommateurs sont prescripteurs de produits chimiques. À l'heure actuelle, quand vous achetez un savon, vous n'achetez plus la fonction
nettoyage ou la fonction lavage liée au savon. Vous achetez un produit cosmétique qui doit, en plus de vous laver, vous amener des produits qui vont vous donner une bonne mine, qui vont vous donner un teint hâlé, qui vont vous rajeunir. Et si en plus ça peut avoir des vertus amincissantes, c'est encore mieux. Là où je suis assez d'accord avec vous, c'est la notion de risque. De non-connaissance du risque. Effectivement, ça, je dirais, c'est quelque chose qui est important. Il faut qu'on ait une information qui soit délivrée, non pas pour défendre la chimie, mais pour que les gens s'approprient la chimie. Donc je dirais qu'il y a effectivement deux éléments qui sont à la fois, on a besoin de la chimie, mais effectivement pas n'importe comment, pas à tout prix et pas sous toutes les formes possibles et imaginables. Je voudrais reprendre le terme de prescripteur. Nous ne sommes pas des prescripteurs des produits chimiques. Nous sommes en fait des consommateurs de produits chimiques à notre insu. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire que le consommateur n'est pas informé du fait que dans son assiette, il y a des pesticides, dans son assiette, dans les boîtes de conserve qu'il va consommer éventuellement, sont tapissées à l'intérieur de produits, le bisphénol A en l'occurrence, qui sont des produits qui font beaucoup de dégâts dans notre organisme. Ce n'est pas des dégâts immédiats, ce n'est pas des toxicités aiguës, c'est des toxicités qu'on découvre au moyen et au long terme. On a multiplié par 3 l'incidence des cancers dépendants d'hormones depuis 1990. Par 3. C'est énorme. En gros, un cancer sur 3 actuellement est un cancer dépendant d'hormones. Nous avons actuellement, c'est la première cause de mortalité des Français actuellement dans ce pays, c'est le cancer. Vous avez d'autres conséquences au niveau des problèmes neurologiques, Alzheimer, Parkinson, l'autisme. Nous avons également des problèmes au niveau de la fertilité. Nous avons des problèmes au niveau du diabète. Tout ceci sont des conséquences de produits chimiques auxquels les gens ont été exposés à leur insu. Et donc, il ne faut pas dire que ce sont des prescripteurs des produits chimiques. Les prescripteurs des produits chimiques, ce sont les industriels qui ont tout intérêt à fabriquer ces produits chimiques parce que c'est source de revenus pour eux. Oui, mais ces produits chimiques qui vont être fabriqués, ils vont être consommés, vous l'avez dit. Donc en fait, c'est le mode de vie des consommateurs, de nous-mêmes, qui induisons ces produits chimiques. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, ça ne peut pas continuer comme ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a une évolution attendue de la chimie qui s'est enclenchée, je dirais, il y a déjà une vingtaine d'années. Parce que justement, ce que vous avez évoqué, et c'est la réalité, un impact des produits chimiques sur l'environnement, sur la santé humaine, ce que je ne veux pas laisser comme image, ou ce que je trouve assez dommage ou dérangeant, c'est d'imaginer que des chimistes, dans leur coin, fabriquent des molécules qui, à l'insu des gens, vont les empoisonner. Ça, c'est quelque chose que je trouve dommage et surtout grave. Parce que derrière, parce que quand vous me dites que je défends l'industrie chimique, non, je ne défends pas l'industrie chimique, je défends ma discipline qui est la chimie. Alors il se trouve que par le plus grand des hasards, ou peut-être que ce n'est pas un hasard, la chimie, c'est la seule discipline scientifique où l'industrie porte le même nom. Il n'y a pas d'industrie mathématique, il n'y a pas d'industrie physique, il y a une industrie chimique et une discipline qui est la chimie. Donc la connexion entre les chercheurs et l'industrie, et je ne voudrais pas qu'on englobe tout ça en disant la chimie, on est en train d'empoisonner des gens. C'est pas vrai. Oui, effectivement, les maladies neurodégénératives sont effectivement importantes, les cancers aussi. Il y a aussi une espérance de vie qui fait que les gens vivent de plus en plus vieux. Donc, statistiquement et normalement, les maladies, ce type de maladies, notamment neurodégénératives, arrivent... Vous dites que notre espérance de vie a augmenté. En fait, elle a augmenté jusque dans les années 2003-2004. Depuis, elle est sur un plateau et est même en train de fléchir, d'une part. D'autre part, la durée de vie en bonne santé n'a pas bougé depuis le début du siècle dernier. 1927, l'équivalent de l'INSERM à l'époque, a publié des statistiques qui montraient que l'espérance de vie en bonne santé était de 56 ans, elle est de l'ordre de 56 ou 58 ans aujourd'hui. Donc de ce côté-là, on n'a pas beaucoup évolué. On a rajouté des jours à la vie, mais pas nécessairement de la vie au jour. Deuxièmement, je vous rappelle que nous avons 160 000 produits chimiques dans lesquels nous baignons, qui donc d'ailleurs ont suffisamment inquiété la Commission de Bruxelles et le Parlement européen pour qu'ils votent la directive REACH, pour en principe évaluer la toxicité de ces produits-là. Et donc nous avons effectivement des produits chimiques autour de nous, et je pense que les chimistes, en tout premier lieu, devraient se préoccuper du fait qu'ils fabriquent des choses qui sont en contact avec la population humaine et dont ils ne se préoccupent pas, jusqu'à présent, à ma connaissance, de leur impact sur la santé.
Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que, on ne va pas rentrer dans une bataille de chiffres. Moi, l'espérance de vie en bonne santé, les chiffres que j'ai pu lire dans la littérature ouverte sont plutôt aux alentours de 63-64 ans dans les pays européens. Donc, il y a eu une augmentation, mais je dirais que le problème n'est pas là. Je pense qu'il y a de toute façon une prise de conscience liée à la toxicité des produits chimiques, parce que les premières personnes qui sont en contact avec les produits chimiques, ce ne sont pas les consommateurs, ce sont les travailleurs. Et en amont de REACH, je pense qu'on reviendra sur REACH, mais en amont de REACH, de toute façon, la toxicité des produits chimiques, et je dirais que c'est grâce, malheureusement à cause de la toxicité aiguë observée dans certains cas, vous parlez des pesticides, on pourrait parler des peintures, sur les salariés de ces entreprises, qu'on a pu mettre en évidence assez rapidement des toxicités. Donc, je ne peux pas laisser dire que les chimistes développent des composés chimiques sans avoir une réflexion sur les consommateurs. Parce que de toute façon, déjà, les salariés des entreprises sont suivis et fort heureusement, ils sont pris en compte. Et deuxièmement, effectivement, oui, vous avez raison, il faut, à l'heure actuelle, non pas rentrer dans une phase où on va produire une molécule chimique qui va nous faire gagner de l'argent, c'est réfléchir à la globalité de ce produit chimique. REACH, l'objectif a été de dire on va demander à toute la chaîne de production de l'industrie chimique, depuis les producteurs, en passant par les transformateurs, jusqu'aux gens qui vont commercialiser, la responsabilité sera commune, et non pas sur le dernier intermédiaire. Ça se met en place de façon relativement lente, parce qu'on m'a dit récemment, vous avez, dans les ateliers dans lesquels on fabrique les pesticides, vous avez une espérance de vie qui a diminué très fortement. L'espérance de vie moyenne est de 56 ans, alors qu'elle est de 70, 75, 80 ans pour la population normale. D'autre part, chez les paysans, vous avez un certain nombre de gens qui sont exposés aux pesticides de façon professionnelle et qui également raccourcissent pas mal leur espérance de vie et même l'espérance de vie de leurs enfants. Donc ça, il faut également en tenir compte. Parce que si vous dites, voilà, l'industrie chimique se porte bien parce que les gens ne tombent pas raides morts tous les matins en rentrant dans leur usine, très bien, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas une toxicité aiguë dont il s'agit. C'est la toxicité au long terme, qui, elle, est beaucoup plus insidieuse, parce qu'on n'arrive pas à faire le chemin inverse pour savoir quelle était la molécule qui était au départ responsable de cet état de fait. Et donc là, je dis qu'il faudrait que l'industrie chimique se préoccupe avant toute chose d'évaluer les risques toxiques des produits chimiques qui vont mettre en contact avec la population. Ça me paraît tout à fait indispensable. Oui, effectivement, non seulement on peut, mais il faut aujourd'hui évaluer le risque chimique de façon scientifique et sérieuse. C'est-à-dire que le projet REACH a été une initiative qui a été prise par le Parlement européen et par la Commission de Bruxelles pour évaluer les 160 000 produits chimiques dans lesquels nous baignons. Là-dessus, le projet REACH a été voté. Donc aujourd'hui, c'est une directive, ça s'impose à tous les pays européens, de l'Union européenne. Antidote Europe est intervenu auprès des parlementaires pour leur dire, attention, il ne faut pas tester ces produits sur des souris ou sur des rongeurs, qui est le modèle classique qu'on utilise. Il faut le tester sur des produits biologiques d'origine humaine, en particulier les cellules humaines. Nous avons mis en œuvre une méthode, mis au point une méthode, je vais dire le premier en Europe à le faire, qui s'appelle la toxicogénomique. Ça consiste à regarder sur des cellules humaines en culture quel est l'effet des produits chimiques quand on expose les cellules à ces produits chimiques. Donc dans la cellule, il y a une espèce d'unité centrale, si vous voulez, qui commande le fonctionnement de la cellule, qui est son noyau. Et ce noyau va exprimer un certain nombre de gènes pour, d'une part, réagir vis-à-vis des produits et, d'autre part, réparer les dommages éventuellement occasionnés par ce produit-là. Donc, j'ai sélectionné une cinquantaine de gènes qui sont extrêmement importants dans la mesure où ils indiquent de façon très précise que la cellule va être poussée dans telle ou telle voie pathologique. Le cancer, les problèmes neurologiques, les problèmes hormonaux, etc. Et donc, avec ces méthodes-là, nous avons effectivement une très bonne façon d'évaluer les risques toxiques des produits chimiques sur l'homme. Nous battons maintenant depuis 6 ans avec la Commission de Bruxelles pour qu'elle implémente effectivement cette méthode dans REACH, mais pour l'instant, il faut la sourde oreille. Par contre, l'industrie chimique commence à s'y intéresser. Et donc, avec ces méthodes-là, nous avons montré que sur une trentaine de produits que nous avons testés, effectivement, il y a de graves problèmes de santé publique qui sont induits par ces problèmes-là.
Toxicité, c'est pas uniquement le fait que vous avez des boutons, que vous avez, envie de vomir, etc. C'est des choses beaucoup plus subtiles que ça. Vous avez des cellules qui sont induites à se cancériser. Vous avez des cellules neuronales en particulier sont induites à ne plus communiquer entre elles. Vous avez des problèmes au niveau du pancréas, par exemple, pour fabriquer donc, ce qui permet d'assimiler le sucre, eh bien, cette facilité est abolie par ces produits-là. Donc je ne dis pas que tout le monde qui effectivement va être exposé aux produits chimiques va développer ces pathologies-là, mais en tout cas, le risque est présent. Et ce risque devrait nous avertir pour dire, attention, ce produit, on ne peut pas le mettre en circulation dans la population. Et je voudrais bien que les chimistes, dorénavant, avant de mettre un produit, même de le synthétiser, simplement en regardant sa structure chimique, si vous voulez, on peut déjà prévoir que ce produit, effectivement, peut avoir des impacts sur la santé humaine et donc éviter de le synthétiser. Alors, le risque chimique, c'est vrai que quelque part pour les non-spécialistes, qu'est-ce que c'est ? C'est à la fois un danger, une toxicité, multiplié par une exposition. Est-on plus ou moins exposé à cette molécule ? Donc le risque, c'est la multiplication des deux. C'est vrai que le danger, la toxicité, on joue avec. Quand on fabrique des médicaments anticancéreux, on fabrique des molécules extrêmement toxiques, mais on va mettre des expositions très très courtes, de manière à minimiser le risque et avoir un effet thérapeutique. Donc effectivement, le risque, c'est la concentration et l'exposition. Et derrière, je pense que REACH a amené, et vous l'avez souligné, a amené une réponse, oui, on se met en position de vouloir maîtriser le risque chimique, et notamment en intégrant la responsabilité, puisque qu'est-ce qui est dit dans REACH, c'est que tous les intermédiaires, tous les maillons de la chaîne, depuis la personne qui va produire le produit chimique, celui qui va l'importer, celui qui va le transformer, celui qui va le commercialiser, donc toute cette chaîne industrielle est solidaire et responsable en cas de toxicité. Mais maintenant, derrière, est-ce que les outils qu'on développe pour évaluer la toxicité, ils sont suffisants ? Je veux dire, ça, c'est votre réponse, moi, me va très bien, puisque je ne suis pas un spécialiste en toxicologie chimique. Je pense que de toute façon, il faut mettre en place tous les moyens de manière à avoir une vraie détermination de la toxicité, mais en n'oubliant jamais que de toute façon, cette toxicité, elle est inhérente aux produits chimiques. C'est après l'exposition, vous l'avez dit, la dose qui va faire qu'on va rentrer ou pas dans une pathologie, dans une toxicité chronique ou autre. Deux réponses. D'une part, en ce qui concerne REACH, aujourd'hui, la Commission de Bruxelles impose que ces produits chimiques soient testés sur les animaux. Moi, en tant que toxicologue, vous êtes un fabricant de produits chimiques un peu cancérigènes. Vous me le donnez, je vais le tester. Je vais faire plaisir à mon patron. Je vais le tester sur des souris, parce que j'ai le droit de choisir mon espèce. Je prends les souris et je vais sélectionner une lignée de B57N1, par exemple, qui est une souris qui est très résistante vis-à-vis de la cancérisation. Sur les 100 souris que je teste, il y en a 2 ou 3 qui vont développer des tumeurs durant les 100 jours de test. Je vais en plus très peu les nourrir pour qu'ils restent maigres. L'obésité est un facteur qui favorise la cancérisation. Et au bout des 90 jours, vous avez 2-3 souris qui développent des tumeurs et le produit est bon pour le consommateur. Ce même produit est fabriqué pour votre concurrent et vous voulez le mettre hors circuit parce que ça fait de l'ombre à votre chiffre d'affaires, vous me le donnez à tester. Je vais le tester toujours sur les souris, je suis très honnête, mais je vais tester sur les C3, qui est une lignée qui est beaucoup plus susceptible de développer spontanément des tumeurs. Au bout des 90 jours, que je vais en plus bien les nourrir, bien enveloppées, bien grasses, eh bien vous avez 90-95% des souris qui vont être effectivement porteuses de tumeurs. Selon ce que vous voulez, vous, l'industriel, je peux vous montrer n'importe quoi, et le contraire, avec la même facilité. Vous êtes en train de dire que ce n'est pas le fait d'évaluer la toxicité qui pose souci. À l'heure actuelle, on prend en compte le risque chimique. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que les méthodes d'évaluation de la toxicité peuvent présenter des biais, mais là, on n'est plus dans l'idée de chimistes qui ont fabriqué des molécules. On est dans le biais d'autre chose. Du test des produits chimiques. Voilà, donc on est dans le biais de mettre en place des méthodologies qui soient pérennes, qui soient collégiales. Mais à l'heure actuelle, est-ce que, honnêtement, vous pensez qu'une industrie chimique a intérêt à mettre sur le marché
un produit cancérigène ou un produit toxique. Non, ils n'ont pas intérêt. Sauf si, évidemment, il y a de gros bénéfices derrière. Ça, c'est un autre problème. Ouais, mais à l'heure actuelle, non. À l'heure actuelle, je pense qu'avec l'information et l'accès à l'information, vous imaginez qu'une entreprise qui continuerait à vendre sciemment, où on démontre que sciemment ils vendent des produits chimiques... J'ai fait récemment une conférence à toxicogénémique devant une grande société de produits chimiques française. Je ne vais pas citer son nom, mais vous la connaissez certainement. Je leur ai fait la démonstration qu'effectivement la toxicogénémique est une bonne façon d'évaluer les risques toxiques. Ils m'ont dit à la fin, merci beaucoup, très intéressant, nous avons appris beaucoup de choses, mais on nous impose de tester les produits sur des animaux, et par conséquent, votre méthode, on n'en veut pas pour l'instant, parce que nous avons l'obligation de tester sur les animaux. Donc ça, c'est le type de réponse dont j'ai horreur. J'imagine. À votre place, je serais aussi... Un deuxième aspect de toutes ces évaluations de risques toxiques, c'est d'évaluer les risques toxiques de mélange. C'est-à-dire que vous avez, dans notre organisme, nous avons quelqu'un qui prend des médicaments. En général, il y a toute une liste de médicaments, donc il les prend les uns avec les autres. Et donc, dans nos cellules, ces produits vont interagir entre eux, éventuellement avec des effets synergiques, donc avoir une augmentation de leur potentiel nuisible ou médicamenteux. Et à ce moment-là, vous avez des effets secondaires qui apparaissent et qui sont extrêmement redoutables. Nous avons en France 18 000 personnes tous les ans qui meurent à cause d'effets secondaires de médicaments. 1,3 million de personnes qui sont envoyées à l'hôpital tous les ans à cause d'effets secondaires de médicaments. Le Mediator est peanuts à côté de ça. Hein. Non, mais je pense qu'effectivement, vous avez été le Mediator, c'est suffisamment médiatisé pour que cette prise de conscience existe. Mais on peut pas tout mélanger, c'est-à-dire les médicaments, les pesticides, enfin tous les produits chimiques, on ne peut pas les mélanger dans l'appréhension. Un médicament, de toute façon, c'est une innovation, c'est une évolution favorable. Je veux dire, heureusement qu'il y a des médicaments à l'heure actuelle pour soigner les gens. Donc malheureusement, il y a les morts que vous avez cités qui ne sont pas acceptables. Mais n'oublions jamais qu'à côté de ça, il y a effectivement quand même des médicaments qui soignent la population. Et je vais même plus loin. Moi, fais partie d'une génération où je pense qu'il n'y en a pas assez de médicaments. Il n'y a pas assez de médicaments parce que j'aimerais bien que les médicaments ils soient accessibles en Afrique, ils soient accessibles en Inde, ils soient accessibles à ces pays-là. Les pesticides, c'est un autre sujet. Les pesticides, on est tous d'accord pour diminuer la quantité de pesticides utilisés. Alors que ce n'est pas le cas pour les médicaments. Je comprends bien, mais si vous voulez, le mélange se fait quand même dans notre organisme, que sur les pesticides, les médicaments et n'importe quoi d'autre. Vous avez raison. Si vous voulez, nous avons ces produits en même temps dans notre organisme, et donc nous réagissons vis-à-vis de ces molécules-là. Et il est indispensable, au moins pour un minimum, de voir par exemple ce que le mélange de pesticides que l'on trouve dans notre assiette ou dans notre verre de vin, ou dans notre eau que nous buvons, quels sont les effets de ces mélanges sur notre organisme. À l'heure actuelle, cette évolution de la chimie, on peut dire qu'on peut même la dater, cette évolution, vers une chimie plus durable. Elle date des années 90, où les Américains, notamment Paul Anastase, qui était chercheur, qui est un chimiste organicien, a jeté les bases des 12 principes de la chimie verte, qui sont donc 12 principes de bon sens, mais qui sont 12 principes qui doivent guider et qui guident les réflexions sur vous parlez de conception de nouvelles molécules. Depuis les années 90-95, on a essayé de structurer cette réflexion. Structurer, ça veut dire un produit chimique, ça sera d'abord une matière première qu'il va falloir choisir plutôt renouvelable, si c'est possible, en comparaison aux matières premières fossiles. On va aussi développer des procédés chimiques qui ne vont pas utiliser des solvants organiques tels que le chloroforme, le benzène ou autres, mais plutôt des nouveaux solvants comme le CO2 supercritique, qui est du gaz carbonique sous pression, qui a la chance de présenter le même pouvoir solvant que les solvants organiques. Et depuis 30 ans, on fait dans l'agroalimentaire ou dans l'industrie cosmétique, on fait des extractions sans traces résiduelles de solvants sur les produits qui sont ensuite consommés. Enfin, l'énergie à utiliser pour tout ça, on va plutôt favoriser de l'énergie qui est non émettrice de gaz à effet de serre et ou renouvelable, bien évidemment. Et enfin, réfléchir au fait qu'un produit chimique va fatalement se trouver va finir sous forme de déchet. Ce déchet, il doit être recyclable au maximum. Et derrière, le déchet ultime doit être le moins diffusant possible dans l'environnement. Voilà les 12 principes de la chimie verte qui guident cette chimie durable. Bon, premièrement, en ce qui concerne donc, la survie de la chimie, elle dépend effectivement du fait que l'industrie chimique va prendre cette voie que vous venez de décrire. Sinon, elle est morte.
C'est-à-dire qu'il y a actuellement dans l'opinion une opinion très défavorable vis-à-vis de la chimie. C'est elle qui pollue, c'est elle qui... etc. Donc il faut absolument arrêter cette chimie-là et effectivement mettre en œuvre la chimie que vous indiquez, la chimie verte que vous indiquez, que vous appelez de vos voeux. Très bien. Mais c'est secondaire par rapport à un point que vous avez oublié de citer, qui est de protéger le consommateur. C'est-à-dire de ne pas l'exposer à des produits chimiques dangereux pour sa santé. Ah ouais, ça, je ne l'ai pas développé, mais dans les 12 principes de la chimie verte, il y a bien évidemment le fait que quelque part, un jour, un consommateur va soit se passer sur la peau, soit ingérer des produits chimiques, et ça c'est au cœur, c'est pas oublié, c'est au cœur de la réflexion. Voilà. Et quand vous parlez de survie, je crois qu'on a dépassé ce stade-là. La chimie, de toute façon, on ne pourra pas s'en passer. On ne pourra pas, en 2050, avoir 9 milliards d'habitants sur la planète et imaginer les nourrir, les soigner, produire de l'eau potable, produire de l'énergie, sans utiliser la chimie. Donc la chimie, elle est condamnée, mais je dirais que c'est une condamnation optimiste, elle est condamnée à évoluer vers tout ce qu'on évoque là. Je ne suis pas en train de dire qu'on va revenir à l'âge de caverne. Je reconnais que la chimie nous a apporté beaucoup de bienfaits, donc c'est indiscutable, mais on ne s'est pas préoccupé de l'impact sur la santé humaine de ces produits-là. Donc je crois que l'industrie chimique française devrait s'y mettre. Je vous rappelle qu'il n'y a pas que le fait qu'on risque de délocaliser si on fait trop de malheur à l'industrie chimique. Je me souviens avoir eu entre les mains, d'ailleurs je l'ai toujours, une lettre signée par messieurs Chirac, Schröder et Blair, recommandant à M. Barroso, le patron de la Commission de Bruxelles, ne faites pas de misère à l'industrie chimique, sinon elle délocalise. Moi, je crois que c'est des arguments qui sont absolument irrécevables et qu'il faut, en premier lieu, s'occuper de la santé humaine. Et donc, je crois, de ce côté-là, il y a un consensus entre nous. Oui, je crois qu'il y a un consensus entre nous. De toute façon, je crois qu'à l'heure actuelle, moi, je suis persuadé, et de toute façon, vous avez des enfants et des petits-enfants, j'ai un enfant, donc personne n'a envie de léguer aux générations futures, surtout pas les chimistes, une planète qui va être oblitérée. Donc je crois que l'évolution à laquelle on assiste, et ma génération de chimistes, je pense, aura eu la chance de voir ça, ce passage du XXe au XXIe siècle, c'est-à-dire une évolution par une prise en compte globale de toute activité, y compris la chimie. Vous dites que depuis 20 ans, l'industrie chimique se préoccupe de ces problèmes-là. Regardez les statistiques de santé publique actuellement, que ce soit le cancer, les maladies neurodégénératives, les maladies dites conformationnelles, c'est-à-dire le diabète, Alzheimer et un certain nombre d'autres pathologies qui sont dues au fait que des protéines se précipitent, si vous voulez, dans les cellules et empoisonnent la cellule. Eh bien, ces statistiques continuent à exploser de façon catastrophique. Oui, non mais... Et donc, je voulais savoir si aujourd'hui, l'industrie chimique verte, entre guillemets, se donne les moyens d'effectivement avoir de quoi contrôler l'impact sur la santé humaine des produits chimiques qu'ils fabriquent. Non seulement des produits purs, mais également des mélanges. Et donc, je voudrais bien savoir si vous allez encourager dans vos relations, si vous voulez, avec l'industrie, le fait que ces gens-là devraient s'équiper d'unités en particulier de toxicologie, sérieux, pas sur des souris ou sur des rats ou même sur des chimpanzés. Ça nous intéresse peu. Mais je pense que vous devriez insister, si ça pouvait être la conclusion de notre entretien aujourd'hui, vous devriez insister auprès de vos collègues sur lesquels vous pouvez avoir, disons, vous pouvez faire entendre vos arguments, insister pour qu'ils s'équipent de moyens d'évaluer les risques toxiques de façon sérieuse des produits chimiques qu'ils sont en train de fabriquer ou de mettre sur le marché. C'était très intéressant, mais c'est déjà fini. À bientôt avec de nouveaux invités, toujours en face à face pour affronter des points de vue.